Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Je vais vous raconter un petit peu ces tcha-tcha de l'insécurité et ces faits divers, comme on dit, ces derniers jours qui ont remis le thème de l'insécurité au premier plan médiatique. Un père de famille égorgé à Marseille devant sa femme et devant ses enfants à proximité d'une école catholique. Le suspect dit avoir agi au nom de Dieu. Toujours à Marseille, une femme de 55 ans sauvagement assassinée dans un parking. Et il y a aussi l'histoire du fils du chef étoilé, Yannick Aleno, percuté par un délinquant multirécidiviste en état d'ivresse. Le chef étoilé encore, Simone Zanoni, braqué chez lui au Chesnay avec sa femme par 4 individus encagoulés de type africain. Une fusillade à Lyon qui a fait 3 blessés, un mort. Et le 8 mai dernier, un homme avait été interpellé pour avoir crevé les yeux de sa compagne à Maison-Alfort où il y a quelques semaines. Également, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux montrant des agents Tisséo, c'est le tramway toulousain, attaqués à la machette dans Toulouse, en plein cœur de Toulouse. Hier, un étudiant de l'ESSEC a été interpellé, on en a parlé dans le Flash Info tout à l'heure, pour avoir agressé son colocataire à la tronçonneuse. Et dimanche dernier encore, un clandestin algérien a été interpellé alors qu'il criait « Allah est grand » dans la cathédrale de Metz. Il portait un couteau sur lui. Voilà ce qu'il se passe en ce moment. Et la question qu'on se pose en fait, c'est est-ce que c'est la fin d'une parenthèse où finalement on avait l'impression que la sécurité n'existait plus en France? Est-ce que c'était une parenthèse électorale? Est-ce qu'il y a un vrai retour de l'insécurité ou seulement un retour des braqueurs médiatiques sur ces actes criminels? C'est la question qu'on va poser immédiatement à Pierre-Marie Sèvres. Bonjour Pierre-Marie Sèvres. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur et porte-parole de l'Institut pour la justice, je le rappelle. Pierre-Marie Sèvres, donc première question, est-ce que c'est un problème de braqueur médiatique? On avait seulement oublié de penser à ces faits, ces actes, ces agressions, ces actes criminels, où il y a vraiment une nouvelle tendance, une nouvelle flambée là en ce moment? Non, alors moi je vais vous dire, j'essaie de regarder les choses au temps long. Et alors je vais peut-être aller un petit peu loin, mais c'est là vraiment que je pense qu'on comprend la réalité d'un phénomène. Et si on regarde les choses au temps long, l'insécurité, on a 2 vagues. La première vague, c'est les années 70. Les années 70 qui atteignent leur acmé au début des années 80. Et donc, c'est la multiplication par 5 du taux de criminalité. Vraiment, c'est la première vague, c'est les années 70. Et on va dire, depuis les années 70, donc depuis les années 80, on oscille à des niveaux très, très élevés de criminalité. Maintenant, il y a une deuxième vague qu'on constate depuis environ une dizaine d'années, donc depuis les années 2010. Et en plus de cette deuxième vague, on constate aussi une transformation de la délinquance et de la criminalité, c'est-à-dire que dans les années 70 et 80, on parlait beaucoup d'atteintes aux biens. Donc ça, c'est une tendance de fond. Les atteintes aux biens, donc les vols, etc., diminuent depuis les années 80-90. En revanche, ce qui augmente largement, ce sont les atteintes aux personnes. Pour seul exemple, on prend des statistiques, mais pour seul exemple, depuis l'an 2000, on a augmenté de 142% les agressions, c'est-à-dire les coups et blessures volontaires. Donc oui, si on regarde le temps long, on peut dire qu'il y a une évolution et la France est dans une situation particulière. Maintenant, évidemment, je ne pense pas, ça ne me semble pas scientifiquement très sérieux de dire que depuis 10 jours, on a plus d'insécurité qu'il y a 15 jours. Donc ça, c'est pas possible. En revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est très très étonnant le traitement médiatique qui a été réservé à l'insécurité. Moi, je m'étranglais en voyant ça, mais pendant l'élection présidentielle, en tout cas pendant la seconde partie de l'élection présidentielle, on va dire à partir du mois de mars, on en entendait très peu parler parce que les médias et les candidats ont décidé de parler d'autre chose. Mais pourtant, ça n'a rien changé à la réalité objective de l'insécurité qui, elle, augmente de façon préoccupante depuis les années 80, comme je vous ai dit, et de façon encore plus préoccupante depuis les années 2010. Donc ce que vous voulez dire, c'est bien qu'il n'y a pas eu cette parenthèse magique où il y avait moins d'agressions, mais seulement le fait que les médias, donc nous sommes responsables également, n'ont plus vu d'un seul coup, soudainement, pris peut-être par d'autres préoccupations, n'ont plus vu ce qui se passait sur le sol français. Exactement, d'autres préoccupations qui avaient certainement toute leur place. Je pense au pouvoir d'achat, on en a parlé. Mais c'est certain que moi qui m'occupe de l'insécurité depuis maintenant 2 ans à temps plein, j'avoue que j'étais assez étonné de voir que tout d'un coup, ce sujet ne marchait plus, ne prenait plus, n'était plus dans l'actualité, n'était plus mis en avant, alors que pourtant, c'était dans sondage après sondage une des premières préoccupations des Français, et à juste titre.
Donc j'étais étonné. Pierre Marissef, bonjour. J'ai une question, je vous écoute et c'est extrêmement intéressant, ces deux vagues que vous définissez. Ouais. Est-ce que, selon vous, quelles sont les passerelles ou les différences qui incarnent ces deux vagues, celle des années 70 et la seconde qui est beaucoup plus récente? Est-ce que vous faites des passerelles, vous, entre les deux? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par des passerelles? Les passerelles, est-ce qu'elles ont des différences ou est-ce qu'elles ont des similitudes? Ou alors est-ce qu'elles sont tout à fait différentes les unes des autres pour des raisons diverses et variées? Elles sont différentes dans le sens où, comme je le disais, il y a eu un basculement, c'est-à-dire qu'avant, on avait une forte hausse des atteintes aux biens, donc les vols, et aujourd'hui, on voit, il y a vraiment statistiquement, on voit deux indicateurs qui sont clairs. Année après année, quand on prend les statistiques du ministère de l'Intérieur, les atteintes aux biens, c'est-à-dire les vols, diminuent tous les ans. C'est pratiquement tous les ans depuis les années 90. Et les atteintes aux personnes, c'est-à-dire les coups et blessures volontaires, augmentent tous les ans depuis les années 90. Donc il y a vraiment un vrai basculement. En termes de nombre, il se trouve qu'en termes de nombre, on a une augmentation sur les atteintes. Le taux de criminalité, par exemple. Le taux de criminalité, ça mélange tout. Donc, le taux de criminalité, c'est un assez bon indice pour comprendre l'insécurité en France. Mais finalement, vu qu'il mélange tout, il va nous dire, oui, depuis les années 90, on est en légère baisse. Typiquement, les homicides, ont légèrement baissé depuis les années 90. Mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte que les coups et blessures, c'est-à-dire les agressions, ont doublé depuis l'an 2000. En plus que doublé. Vous imaginez, on a 2 fois plus de chances de se faire agresser en 2022 qu'on en avait en l'an 2000. Il y a quand même un problème. Une question à ce sujet, sur le changement de paradigme, on va dire, d'air entre les atteintes aux biens dans un premier temps et les atteintes aux personnes aujourd'hui. Comment vous expliquez c'est un changement de la délinquance, c'est un changement de la figure de l'agresseur est-ce que ça s'explique, ce genre de choses déjà? Ah oui, moi je pense que ça s'explique. Ça s'explique pour une raison simple. Dans les autres pays, c'est pas le cas. Donc on n'a pas il y a certaines tendances qui existent effectivement dans d'autres pays. Typiquement, la baisse aux atteintes aux biens, ça diminue aussi dans tous les pays. Mais ça n'augmente pas, les atteintes aux personnes n'augmentent pas dans les autres pays d'Europe, par exemple, dans les autres pays occidentaux. Les États-Unis, par exemple, depuis les années 90, ils ont eu une très, très, très forte baisse. Donc moi, c'est là que c'est intéressant, effectivement, c'est quelles sont les causes. Alors moi, je vois 2 causes. Premièrement, je vais l'éluder tout de suite parce que pour moi, j'ai coutume de le dire et ça me semble évident, on ne peut pas être crédible sur le sujet de l'insécurité si on ne parle pas de l'immigration. C'est une évidence que les immigrés c'est statistiquement prouvé, surreprésentés tenez-vous bien, dans toutes les catégories de crimes et délits du Code pénal. Donc, dans le Code pénal, on a tout un tas de catégories de crimes et délits. Dans toutes les catégories, les étrangers sont surreprésentés. C'est-à-dire que ils sont 8-9% de la population, et dans ces crimes et délits, ils vont représenter plus que 9% des mises en cause. Donc, c'est ce qui s'appelle une surreprésentation. Mais bon, je vais passer ce sujet-là parce qu'il y a un autre sujet sur lequel je pense aussi qu'on peut avoir beaucoup de prise, c'est l'évolution de la justice. Le système judiciaire en France, c'est ce qu'on dit à l'Institut pour la justice depuis 2007, mais le système judiciaire en France est très gravement malade. Alors, je pourrais vous dire toutes les maladies. On pourrait aller du manque de places de prison, on pourrait aller à l'idéologie laxiste des magistrats. Tout un tas de lois des magistrats d'ailleurs et des politiques, tout un tas de lois qui ont été prises depuis les années 90 et début des années 2000 ne tendent qu'à une chose, c'est ne pas incarcérer les délinquants, et c'est ce qui se passe. Donc moi il me semble que ce sont vraiment les 2 causes profondes de la hausse de l'insécurité, c'est-à-dire que on a une population de plus en plus criminogène par une immigration qui n'est pas contrôlée, et c'est pas un jugement politique, c'est qu'effectivement le gouvernement français, contrairement à d'autres pays, le gouvernement français ne peut pas contrôler son immigration. En tout cas, ne le fait pas depuis les années 70. Donc premièrement, notre population est de plus en plus criminogène, et à ça, on offre une réponse judiciaire de plus en plus idéologique. Parce que c'est comme la mairie de Paris. La mairie de Paris, s'ils étaient pragmatiques, ils iraient nettoyer les déchets, ils iraient sortir les poubelles ce serait de l'écologie de bon sens, oui. Exactement. Ou laisser les arbres centenaires enracinés, peut-être. Exactement. Mais par idéologie, c'est exactement le même phénomène qui se passe dans la justice. Par idéologie, ils ne le font pas. En disant, il y a une réponse pragmatique à faire, c'est-à-dire que ce délinquant a déjà commis 4-5 délits là en l'espace de 6 mois, ça semblerait logique de l'incarcérer. Eh ben non, la justice ne va pas le faire. Pour toute une raison, parce que les magistrats sont idéologisés, d'une part, et deuxièmement, parce que les magistrats ont aussi des lois derrière eux qui leur demandent de ne pas incarcérer.
Alors, on va un peu parler politique, Pierre Marie-Sèvre. Quel est pour vous, quel regard vous portez sur le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron? Est-ce que, selon vous, il a suffisamment pris conscience, d'une part, et mis en application une politique beaucoup plus sécuritaire pendant son quinquennat? Et selon vous, qu'est-ce qu'il a annoncé pour le second voilà. Alors, j'ai des réponses précises pour ces 3 questions. Premièrement, il n'en a pas pris conscience. C'est peut-être la plus grosse difficulté, c'est qu'il n'en a pas pris conscience. Et je vais vous donner un exemple. Il avait annoncé 15 000 places de prison en 2017. Les places de prison, c'est un des problèmes majeurs du système judiciaire. C'est peut-être le problème numéro 1. C'est parce qu'on n'a pas assez de places de prison que les politiques font des lois pour ne pas incarcérer. Et donc Emmanuel Macron avait proposé dans son programme de 2017, alors peut-être que quelqu'un dans son programme avait pris conscience qu'il y avait un problème et qu'il fallait construire des places de prison, mais en tout cas lui, c'est une évidence et personne durant les 5 ans qui ont suivi ne l'ont vraiment compris. 5 ans après, il n'y a eu que on n'est même pas arrivé à 3 000 places de prison construites. Donc pour moi, ça c'est la preuve ultime qu'il n'a pas compris que l'insécurité était un problème, premièrement, et que le nombre de places de prison était à la racine du problème de la justice et de l'insécurité. Donc ça, c'est votre première question. Votre deuxième question, c'était je sais plus ce que vous m'avez dit. Quel est son bilan, c'est ça? Oui, le bilan sécuritaire et bien entendu ce qu'il a annoncé aussi pour les 5 ans à venir. Est-ce que voilà. Alors, deuxième question. Sur son bilan sécuritaire, j'ai écrit une tribune dans le Figaro Vox au mois de mars, je dirais, justement pour faire ce bilan, et j'ai utilisé une expression qui, je pense, résume bien le sujet. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'est pas responsable de la situation sécuritaire catastrophique. Il n'est pas seul responsable, en tout cas. Ça, c'est une évidence. Ça fait vraiment 30 ou 40 années que la justice a été laissée à la dérive, que les problèmes migratoires n'ont pas été gérés. Donc, je ne peux pas lui dire qu'il est le seul responsable. En revanche, il n'a pas réussi, c'est l'expression que j'ai utilisée, il n'a pas réussi à renverser la vapeur alors qu'il y en a urgemment besoin. Mais donc, la faute qu'on peut lui jeter, c'est de ne pas avoir réussi à renverser la vapeur. Et puis votre troisième question, c'était sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il prévoit finalement? Est-ce que son programme était suffisamment axé sur ces problèmes de sécurité et de violence et de délinquance? Alors là, la réponse est claire et nette. Son programme n'était pas du tout axé sur la sécurité, la violence, la justice, mais pas du tout. C'était vraiment, moi je regrette de n'être qu'un petit dirigeant associatif dans mon coin, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit mais on se moque de nous, il se moque vraiment de nous. Il n'y avait pas une ligne sur la sécurité et la délinquance. Il a fait 1 ou 2 annonces, typiquement, que c'est un autre bon exemple, mais il a fait une annonce, il a dit qu'il y aurait une loi de programmation pour la police. Donc il a dit une loi de programmation, c'est comme pour les lois de programmation militaire, c'est qu'on prévoit des crédits sur 5 ans, ce qui est une exception au principe budgétaire français. On prévoit des crédits sur 5 ans pour la police, et donc il dit vous allez voir, c'est génial, on va prévoir des crédits sur 5 ans. Je suis retourné dans son programme de 2017, il promettait la même loi de programmation, qui n'a évidemment pas mise en place. Donc très très peu de mesures, essentiellement sur la police, et sur la justice absolument rien. Absolument rien. Et les mesures police ne concernent même pas vraiment la lutte contre l'insécurité. C'est la loi de programmation, c'est plus de recrutement de policiers, alors que ça, de tout l'avis unanime des experts, ça ne sert à rien. Il y a suffisamment de policiers. Moi, tous les policiers que je connais me le disent. On a suffisamment de policiers. Donc voilà. Au niveau de l'avenir, je vais vous dire, c'est assez inquiétant pour les 5 ans à venir niveau insécurité. Et je mets ma main à couper que les statistiques vont continuer d'augmenter si elles ne sont pas trafiquées. Mais voilà, et puis elles vont d'un seul coup baisser peut-être à la fin du prochain mois. Pierre Marie-Sèvre, pour conclure seulement, puisqu'on avait déjà parlé ensemble, et je trouve que cet axe est absolument passionnant, et on va juste en parler rapidement pour donner quand même un petit peu d'espoir aux Français qui nous écoutent. Un changement de paradigme, un changement d'idéologie pourrait très vite changer les choses. Vous parliez des places de prison, et on avait déjà parlé du modèle suédois, où finalement, je crois que c'est suédois, où finalement les personnes vont en prison très vite, mais pour des... Néerlandais. Les Néerlandais, voilà. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui. Très vite, mais pour des durées assez courtes, de 3 mois, et finalement, cela est très efficace. Oui, mais je vais vous dire, quand on est assez pragmatique, si jamais les gens au ministère de la Justice se penchaient sur les études que font l'Institut pour la Justice et que font également d'autres criminologues, ils se rendraient assez vite compte que des solutions, il y en a. Les solutions existent. Les Pays-Bas, effectivement, c'est un très bon exemple. Compliqué, oui.
Mais non, ils ont trop de places de prison. Ils sont obligés d'en louer à la Norvège et à la Belgique parce qu'ils ont trop de places de prison. Et ils transforment leur prison en logement un peu de luxe. C'est assez amusant d'ailleurs si vous regardez sur Internet ce qu'ils ont fait. D'accord. Mais donc non, un changement de paradigme est possible et les choses pourraient changer. Mais assez vite, assez efficace. C'est aussi ce qu'on peut. Ouais. En fait, il faut être pragmatique. Si Pierre-Marie Sèvres était ministre ministre de l'Intérieur, par exemple. Merci beaucoup, Pierre-Marie Sèvres, directeur et porte-parole de l'Institut pour la justice. Et c'est déjà pas mal. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.